6h14, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec vous, Maxime. Le kiosque, comme les trois mousquetaires, ils sont 4 et ils sont là. Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Emmanuel Dutheil pour la une de l'Écho et Eva Rock pour la télé. Mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour Maxime. Bonjour D'Artagnan. On commence avec vos quotidiens nationaux, Figaro, Parisien, même combat ce matin. Ces deux journaux vous proposent les portraits d'Occidentaux qui partent en croisade. C'est le titre du Parisien, des Occidentaux qui partent faire la guerre en Syrie. Ça, on connaît, mais ceux-là sont volontaires pour combattre Daesh. Le Figaro raconte, ils sont américains, britanniques, hongrois et ils se battent aux côtés des milices kurdes contre l'État islamique pour sauver, disent-ils, la civilisation judéo-chrétienne. C'est donc à lire dans le Figaro et le Parisien. Je garde le Figaro en main. Regardez la une. 3 photos. Alain Juppé qui mange du fromage, Nicolas Sarkozy qui avale je ne sais quel fruit et François Fillon un verre de bière à la main. Tous les trois candidats potentiels ou déclarés à la présidentielle ont été aperçus dans les allées du Salon de l'Agriculture. Passage obligé. Un parfum de campagne, titre le Figaro. Je rappelle ce matin que l'élection présidentielle est dans quoi 26 mois. Courage messieurs et surtout bon appétit. Nous sommes jeudi, jour de sortie du Point avec en une la vraie droite. Ceux qui ont encore des idées, ça c'est la une. Mais je tourne quelques pages et j'arrive à cet article sur ce que la science-fiction a découvert avant la science. Un astrophysicien a voulu vérifier si ce que nous voyons dans les films de science-fiction est crédible. Alors le sabre laser dans Star Wars, impossible. Oui, vous faites le bruit. Impossible. Il faudrait avoir l'équivalent d'une centrale nucléaire entre les mains pour arriver à une telle puissance. Superman qui vole. Possible. Eh ouais, ça c'est pas bête, c'est facile d'après cet astrophysicien. En fait, il suffit d'avoir la bonne position une fois qu'on est lancé et on peut voler de manière aérodynamique. Dernier exemple, faut être lancé. Dernier exemple, Star Trek, la téléportation. Oh, j'aimerais tellement. Non. Impossible aujourd'hui. Pour téléporter un homme, écoutez bien, il faudrait d'abord le tuer là où il est, pour ensuite essayer de le construire là où il sera. Je pense qu'on va attendre un tout petit peu. À la une des régions, on enchaîne. Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin? Celle de Midi Libre qui choisit d'afficher à la une ce chiffre, 5 890 000 comme le chiffre global du chômage, quand on tient compte de toutes les catégories, ceux qui n'ont pas du tout travaillé, ceux qui ont exercé une activité réduite, c'est le chiffre caché du chômage pour le quotidien de Montpellier. Des chiffres également encore à la une de la Dépêche du Midi, ceux des radars qui ont moins flashé en Haute-Garonne l'an dernier, moins 14%. Enfin ce titre qui interpelle dans le Courrier Picard, 1 300 € d'alloc, même si 6 de ses 8 enfants lui ont été retirés. Des élus, dit le Courrier Picard, veulent changer la loi. Oui, histoire à lire dans le Courrier Picard. L'histoire qui vous a le plus marqué ce matin, elle est dans le Parisien. La commune de Réau en Seine-et-Marne a bien des soucis à cause de sa prison. Oui, le centre pénitentiaire sud-francilien, c'est comme ça qu'il s'appelle, s'est installé sur la commune en 2011. Et depuis, progressivement, l'INSEE inclut dans ses chiffres de la population les détenus. Ce qui fait qu'au 1er janvier dernier, la commune est passée de 1100 habitants à 1558. Comme ça, a priori, vous me direz, ça ne change pas grand-chose. Eh bien, si au-dessus de 1500 habitants, une commune doit avoir 25% de logements sociaux. Elle devrait donc en avoir 103, alors qu'elle n'en compte aujourd'hui que 14. Si vous êtes nul en maths, j'ai fait le calcul pour vous. Ça fait 89 de différence. Le tout exigible au 1er janvier prochain, sous peine d'amende. Le maire dénonce une double peine, avec déjà en plus le travail supplémentaire à la prison et le coût imposé par le centre pénitentiaire. Il va donc écrire au préfet pour demander une dérogation, pour tenter aussi d'obtenir que les 700 cellules soient intégrés dans le logement social, parce que l'INSEE n'a pas encore intégré tous les détenus. Il y en aura 200 supplémentaires qui seront intégrés au 1er janvier prochain. Et la simplification qu'elle fait là-dedans. Oui, Qu'est-ce qui vient ce choc là? On n'y est pas encore tout à fait. C'est dingue. Autre histoire assez surprenante dans la presse internationale. Cette fois, c'est avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, un mystère donc au Kazakhstan. Le village où tout le monde s'endort. Oui, un reportage paru dans le Siberian Times et qui commence à faire le tour du monde tant l'histoire est inquiétante. Ne riez pas trop. Et vous lisez le Siberian Times, donc. C'est assez classe, non? Oui, c'est classe. Je crois que c'est la première fois dans le kiosque. Je vous souhaite la bienvenue à Kalachi, village de 600 âmes, frappé donc de ce mal étrange. Ses habitants s'endorment comme ça d'un coup, sans raison apparente. Et le pire, c'est que cette perte de connaissance peut s'éterniser pendant plusieurs jours. Certains se réveillent à l'hôpital une semaine après.
On a beau leur faire passer des batteries de test, rien d'anormal, aucune explication rationnelle. Qu'est-ce que c'est que Ça fait 5 ans que ça dure. Le Siberian Times raconte qu'une douzaine de scientifiques sont allés sur place. Alors ils avancent plusieurs théories, mais aucune n'est totalement convaincante. On dit qu'il y a notamment une ville fantôme juste à côté qui exploitait une mine d'uranium du temps de l'Union soviétique. Du gaz pourrait s'échapper du site et causer les pertes de connaissances, mais personne ne sait pourquoi elle dure parfois si longtemps. Et attendez, est-ce que les victimes de ces endormissements soudains se souviennent de quelque chose ? Non, alors les récits les plus troublants, en tout cas, concernent les enfants du village. Une maman raconte qu'après une fête de l'école, son fils s'est effondré. Ses yeux partaient dans tous les sens comme s'il était ivre. Une autre habitante se souvient des hallucinations de sa fille. Elle disait « Maman, tu as un troisième œil ». Elle était terrifiée. Alors aujourd'hui, il y a plusieurs familles qui ont déjà quitté les villages, persuadées qu'on leur cache quelque chose, forcément. D'autres scientifiques se demandent, et là c'est intéressant, si on n'est pas aussi face à un cas de psychose générale où tout se passerait dans la tête finalement. C'est vraiment pas clair, ce mystère de Kalashi. On vous a mis toute l'histoire sur le site europe1.fr. C'est juste un village ? Ouais, 600 habitants. Et donc vous avez vu comme tout le monde vous a écouté dans le studio. Incroyable cette histoire. Une histoire passionnante. Le kiosque éco maintenant avec vous, Emmanuel Dutheil. Je suis pas sûr que ça va être aussi passionnant. Mais... Non, dites pas ça, dites pas ça. On s'endort déjà, ça veut dire. Ce matin, le Figaro Éco et les Échos reviennent sur les résultats publiés hier par Bouygues Télécom. Le 4e opérateur français est vraiment dans le rouge. Et oui, pour lui, l'année 2014 a vraiment été très compliquée. L'opérateur a perdu le combat face à Numericap pour acheter SFR. Et puis surtout, il a subi de plein fouet la montée en puissance, toujours et encore de Free. Il a vraiment été victime de la guerre des prix. Résultat, il a dû licencier sur 8500 salariés que comptait le groupe. 1361 personnes ont été remerciées. Au final, on en a quand même assez peu entendu parler, mais ça a été le 5e plan social le plus important de France l'année dernière. Le groupe a coupé drastiquement ses effectifs dans le marketing et l'informatique notamment. Du coup, il termine l'année dans le rouge avec une perte quand même de 41 millions d'euros. Mais est-ce que Bouygues s'estime suffisamment armé pour repartir au combat maintenant ? Du côté de Bouygues, on veut croire que l'on peut continuer à vivre comme ça tout seul. En même temps, après l'échec du rachat de SFR et des discussions qui n'ont rien donné avec Orange, il n'y a pas 50 solutions. Pour y arriver, le groupe s'est totalement réorganisé. Chez Bouygues, on estime aujourd'hui que la base de coût a été ramenée au niveau de celle de Free, donc on estime être compétitif. Et puis surtout, on a simplifié les offres. Imaginez, vous savez combien il y avait d'offres de différents forfaits chez Bouygues jusque-là ? Il y en avait 1400 différents. C'est possible. C'est-à-dire qu'il y en avait où il y avait seulement quelques dizaines de clients qui avaient été lancés au tout début de Bouygues Télécom. Vous imaginez, ça coûte une fortune de devoir gérer. Bien maintenant, il y en a seulement 40 et encore vraiment ils misent seulement sur 7. Alors ça fait beaucoup d'économies. Ils avaient encore vraiment comme ça vraiment beaucoup de forfaits qui concernaient très peu de personnes et surtout ils misent aujourd'hui sur la 4G++, celle qui permet d'aller encore un petit peu plus vite. Ouais, ça va plus vite que plus vite. Voilà. Ils ont en tout cas l'impression que ça va mieux. Ils recrutent de nouveaux clients. Ils misent à fond sur cette stratégie et sur l'arrivée d'une nouvelle box pour essayer de rester comme ça sur ce marché des télécoms. En attendant peut-être de trouver quelqu'un qui se marie un jour. Oui, et on verra si Bouygues s'en sort. Merci Emmanuel Dutheil. On va continuer à parler d'économie avec vous, Eva Rock. On va parler du ministre de l'économie qui a les honneurs d'envoyé spécial ce soir. Emmanuel Macron, et j'espère que vous n'allez pas vous endormir. Alors, je vais vous le dire tout de suite, et c'est pas dans mon habitude, mais je n'ai pas vu le sujet parce qu'il était encore en montage hier soir. Envoyé spécial, en fait, a décidé de bouleverser son sommaire hier dans l'après-midi. Et alors, la curiosité, évidemment, me pousse à vous conseiller de regarder le portrait donc de cet homme. Ceux qui ne veulent pas changer le pays, ceux qui préfèrent dire que tout va bien, ceux qui préfèrent dire on ne fait pas assez parce que vous ne l'avez pas fait, nous ne voulons rien faire, mais nous avancerons. Alors vous en souvenez sans doute, c'était le 17 février, on découvrait quand même le nouveau visage d'un ministre très très énervé alors qu'on l'imaginait très sage, très tranquille sur les bancs de l'Assemblée, et Emmanuel Macron, ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique, apparaissait très en colère contre les frondeurs qui n'ont pas voté cette loi. Mais on se demande toujours qui est ce garçon. Alors on en saura un peu plus ce soir, alors à travers évidemment une interview du ministre, mais aussi par des témoignages, alors des gens qui l'ont côtoyé sur les bancs du lycée, sur les bancs de l'ENA. Il y a un témoignage également de Jacques Attali qui l'a vu débuter, extrait de la bande-annonce qu'on a récupéré hier soir. Il est à la une de l'actualité. Emmanuel Macron dérange et divise avec sa loi sur la croissance qui a dû passer en force. Qui est ce jeune ministre de l'économie qui rêvait d'être écrivain ou philosophe ?
Donc vous verrez, le journaliste Nicolas Daniel, en fait, qui a donc terminé son montage hier soir, a suivi Emmanuel Macron pendant 3 mois. 3 mois, c'est long, donc ça permet quand même d'avoir des séquences assez inédites et inattendues. Et c'est le premier élément qui me pousse quand même à vous conseiller de regarder le programme ce soir. C'est quand même aussi l'émergence médiatique d'un homme politique de la nouvelle génération. C'est la naissance d'un ministre. Voilà. Alors ce soir, aucun sur élément. France 2, ils font bien sa campagne de com. Et Je crois qu'il y a des paroles et des actes aussi le au mois de 18 mars. Exactement. Alors il y aura aucun élément sur sa vie privée parce qu'il a refusé d'en parler. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on voulait savoir. Mais Voilà. bon. Et voilà, Julie. Je suis désolée, Julie. En tout cas, les caméras se sont aussi glissées dans la préparation de la loi et jusqu'au moment du vote. Et ça, c'est aussi intéressant parce que on le voit pas tous les jours. Et puis surtout, il y a une séquence apparemment qui est assez étonnante puisque Emmanuel Macron divise à gauche, mais aussi énerve les caciques par son côté nouvelle génération et cette nouvelle façon de faire de la politique. Et il y a une séquence ce soir apparemment assez étonnante. Ce que je vous propose, c'est qu'on regarde l'émission ce soir et puis on en dit éventuellement 2 mots demain matin. On en parlera demain, mais effectivement, c'est une bonne idée. Merci beaucoup, Eva Rock, et merci à vous. Les amis, merci à vous 4, les mousquetaires. À demain. À demain.